à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Ce soir, nous allons faire un focus sur les missions d'itinérance que le président de la République a effectuées en province de Tanganyika, principalement dans la ville de Kalemi, mais aussi en province de Haut-Uele, Isiro, Bas-Uele, Buta, où le président de la République a eu l'occasion de communier avec les populations de cette partie du pays. À Kalemi, il y avait plusieurs événements, notamment l'inauguration du centre de santé de Mutoa, près de 30 km de la ville de Kalemi. Ce centre de santé qui est le premier centre livré dans les cas de 145 territoires. Il y en a 267. Celui-là, il est complètement équipé. Nous aurons l'occasion de revenir dessus avec le ministre de la Santé publique. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et puis, toujours à Kalemi, au cours du Conseil de ministres, nous avions adopté, sur proposition de madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement, un projet de texte qui crée un couloir vert Kivu-Kinshasa. Vous saurez ce que cela veut dire dans le cadre de cet exercice de redevabilité qui veut faire un focus en termes de restitution sur ce qu'a été les passages du président dans ces différentes provinces. Mais comme vous le savez, si nous devons commencer par l'actualité, vous savez que hier, 4 décembre 2024, le président de la République était à Luanda, en Angola, où il a rencontré son homologue angolais João Lorenzo, son homologue américain Joe Biden, mais aussi le président zambien Hakainde Hichilema. Ils ont eu l'occasion de parler notamment du port de Lobito, du corridor de Lobito, ces réseaux ferroviaires de près de 1739 km qui va relier les réseaux routiers régionaux, donc des pays que j'ai mentionnés tout à l'heure, la Zambie, la RDC et l'Angola, et qui pourra transformer jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an jusqu'en 2030. Nos ressources naturelles, en particulier les cuivres et les cobaltes, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique, passeront donc par ces efforts qui permettra de réduire entre autres le coût de la logistique et augmenter nos recettes d'exportation. Et donc plus de 30 000 emplois pourront être créés dans le cadre de ces projets pharaoniques qui va toucher en même temps la République démocratique du Congo, la Zambie, l'Angola, mais aussi la Tanzanie. Et vous avez vu que le président de la République a eu l'occasion, entre autres, d'avoir un tête-à-tête avec son homologue américain. Nous pourrons peut-être revenir dans les détails sur la restitution de ces réunions au moment où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, aura la disponibilité pour parler, entre autres, aussi du processus de Luanda. Je vais me tourner du côté de la ministre d'État, ministre Ève Bazaïbas. La première fois que vous revenez dans ce cas des redevabilités depuis votre reconduction au gouvernement dirigé par la première ministre Judith Souminois. Mais ce soir, nous allons un peu faire le focus sur la restitution du président de la République. Vous aviez, à l'étape de Buta Isiro, été avec le président de la République, mais en premier, ce matin, vous aviez un événement, la journée mondiale consacrée à l'arbre. Nationale de l'arbre. Journée nationale de l'arbre, vous étiez plutôt en dehors de Kinshasa. Tout à fait. Merci beaucoup. Mais alors, j'espère que nous avançons dans la plantation des 1 milliard d'arbres, c'est ce que nous disons. Non, la plantation d'1 milliard d'arbres a été déjà clôturée. Je voudrais d'abord saluer les hommes et les femmes de la presse. La plantation d'arbres d'1 milliard d'arbres a déjà été clôturée. Maintenant, nous sommes dans les suivis. En fait, le programme 1 milliard d'arbres de jardins scolaires qu'avait initié le chef de l'État de 2019 en 2023, c'était pour booster l'engagement qu'on appelle le défi des bonnes, où la RDC avait pris l'engagement de reboiser un espace d'au moins 8 millions d'hectares. Donc il fallait vraiment un programme à booster. Et le deuxième programme, c'est celui dont vous venez de parler, là, où j'ai lancé aujourd'hui aussi en même temps le programme d'afforestation et de reboisement en République démocratique du Congo, avec cette initiative aussi la vision de la création du couloir vert qui va aller de Kivu jusqu'à Kinshasa, donc de l'est à l'ouest de la République démocratique. En tout cas, nous aurons l'occasion de revenir dessus. Voilà, vous allez nous expliquer notamment le concept afforestation. Voilà. Je ne parle pas de forestation, mais de afforestation qui commence par A. Monsieur le ministre de la Santé, avant qu'on entre dans les vifs du sujet, à Kwango, on nous parle d'une maladie qui a causé quelques décès depuis
le week-end dernier. Je sais que vous avez reçu une alerte à ces propos qui a fait l'objet d'une des communications ce matin. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir de ce que nous savons sur cette maladie? Merci beaucoup. Moi aussi, je salue les hommes et femmes de la presse. Effectivement, en fin de week-end dernier, nous avons eu une alerte d'une maladie qui aurait tué plusieurs dizaines de personnes dans le Congo, dans la zone de santé de Panzi. Rapidement, la zone de santé de Panzi se trouve à 417 km de Kenge. C'est une zone très très éloignée, avec une route très très difficile, surtout en période de pluie. Et donc cette alerte faisait état d'une maladie qui donnait plusieurs symptômes que nous pouvons maintenant établir comme d'abord la fièvre. Donc c'est une maladie fébrile, avec de la toux, avec de la rhinorrhée, c'est-à-dire le nez qui coule, et avec des maux de tête, des céphalées. Et aussi, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'anémie, donc les gens qui n'avaient pas assez de sang. On se rend compte en fait que cette zone de santé est malheureusement frappée par un taux de malnutrition très élevé chez les enfants, qui frôle les 60%, et donc avec des conditions de santé générale très difficiles. Et l'alerte nous parlait de plusieurs dizaines de morts. Il y en a même qui ont annoncé des chiffres de plus de 140 morts. Et donc nous avons dépêché immédiatement une équipe. Et à cause de cette route difficile, l'équipe est arrivée 48 heures après. Et nous avons donc maintenant les éléments de l'équipe qui est sur place. Et ces éléments-là nous font penser que c'est un syndrome probablement grippal que ça se présente, c'est-à-dire que fièvre, toux, le nez qui coule, et qui se termine parfois par une détresse respiratoire. Et on voit que c'est plus les enfants qui sont touchés, parce qu'il y a 40% d'enfants de moins de 5 ans qui sont touchés. Alors nous avons dénombré dans les centres de santé au total 30 morts. Ce matin, j'avais parlé de 27 morts, mais parce que l'équipe est sur place, elle va vraiment en détail, et donc nous savons qu'il y a 30 morts. Et cela a commencé probablement fin octobre. L'enquête qui est faite montre que ça a commencé depuis quand même à peu près un mois. Et l'alerte a été donnée, donc, comme j'ai dit, le week-end dernier. Et dans la communauté, en dehors des morts qui sont notifiés dans les centres de santé, dans la communauté, c'est-à-dire quand les populations elles-mêmes déclarent, on nous parle de 44 morts en plus. Mais ces morts-là, nous ne pouvons pas les relier directement. Nous faisons ce qu'on appelle une autopsie communautaire pour voir ce qui se passe dans la communauté, pour nous assurer que ces 44 morts peuvent aussi être reliés à la maladie. Donc, si nous prenons les centres de santé où nous avons 30 morts, et si nous acceptons que les morts dans la communauté sont dus à la maladie, on serait autour de 77 morts. Avec un tableau, comme j'ai dit, qui ressemble à un tableau grippal et qui est sur une population très fragile. Alors nous avons fait des prélèvements et encore une fois, comme j'ai dit, la zone de santé est très excentrée et nous avons besoin de résultats très performants. Du coup, il faut faire des PCR comme on fait avec les maladies virales. Et donc nous avons décidé de réacheminer les échantillons rapidement à Kinshasa pour que ce soit fait de manière à ce que très rapidement on puisse avoir le diagnostic. Donc ça fait à peu près 5 jours donc, que nous sommes dans cette alerte-là et que nous avons déjà réagi. Alors est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre pour les populations de cette partie du pays ? Alors pour l'instant, donc, comme nous ne pouvons pas encore faire le diagnostic, parce que c'est très très récent, nous ne pouvons pas encore dire, parce que ça peut être une maladie d'origine, la transmission peut être d'origine respiratoire, on ne le sait pas. Elle peut être d'origine hydrique, c'est-à-dire par l'eau, on ne le sait pas encore. Donc laissez-nous avoir le diagnostic, et comme ça on pourra donner les indications les plus précises. Alors merci beaucoup Monsieur le Ministre, nous aurons évidemment l'occasion de revenir chaque fois que ce sera de besoin pour donner les bonnes informations aux populations congolaises. Je disais tout à l'heure que ces briefings, nous voulons nous focaliser sur le grand axe de la restitution du voyage du président de la République. À Kalemi, c'était avant le Conseil de ministres
la conférence de gouverneurs qui était la première depuis les dernières élections, où spécialement les présidents des assemblées provinciales ont été invités, parce que le souci du gouvernement, c'est de s'assurer que nos provinces sont stables au regard des conflits persistants qui ont été notés dans l'expérience du passé. Je vous invite plutôt à suivre un extrait des recommandations qui ont été lues par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, rapporteur de ces travaux. C'est pour moi un agréable devoir de vous présenter à l'occasion de la tenue de cette 11e session de la conférence des gouverneurs, dont les travaux ont été solennellement lancés par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs de province, sous le thème « Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local des 145 territoires. » Cette session intervient à un moment crucial de l'histoire de notre pays. En effet, notre pays est confronté à de multiples défis, lesquels sont liés les uns des autres. Il s'agit notamment de l'accès aux droits socio-économiques et culturels, aux nouvelles technologies, à l'emploi, au financement durable. Ces problèmes sont exacerbés d'une part par cette guerre d'agression à des visées expansionnistes à travers une stratégie d'épuration ethnique et de pillage de nos ressources économiques nous imposées par un pays voisin et qui alimente d'autres conflits intercommunautaires en donnant lieu à l'afflux de déplacements forcés des populations et à une forte croissance démographique dans les villes et centres urbains à travers le pays. Ce qui provoque une forte pression sur nos ressources disponibles et d'autre part par l'apparition de certaines épidémies comme le Mpox. Sans oublier les catastrophes naturelles dues au changement climatique ayant provoqué des pluies diluviennes qui ont inondé plusieurs villes et localités de notre pays. Ainsi, la synthèse des états de lieu des provinces peut être présentée respectivement dans les domaines politiques, sécuritaires, administratifs, judiciaires, économiques, financiers, social et infrastructurels, qui se présentent. Problème commun à toutes les provinces. Sur le plan politique, il s'observe une instrumentalisation de la jeunesse et des communautés socioculturelles par les acteurs politiques, une existence des conflits de leadership au sein et entre partis et regroupements politiques, une ruée de la population vers les provinces minières à l'afflux de l'exploitation minière artisanale. Un extrait de recommandations formulées à l'issue de travaux de la conférence au gouverneur. Je le disais, ces jours-là, il n'y a pas seulement eu clôture des travaux de la conférence au gouverneur, mais il y a eu aussi un conseil de ministres au cours duquel, Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement, vous avez présenté un projet de loi modifiant la loi sur la conservation de la nature avec la création de ce couloir vert Kivu-Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ces couloirs verts qui va couvrir pratiquement 500 000 km²? Tout à fait. C'est encore une fois de plus pour soutenir la vision du chef de l'État dans le sens de confirmer la RDC comme pays solution face aux enjeux du climat. La RDC veut être le tout premier pays au monde qui va renforcer sa capacité des espaces verts. Nous avons eu les engagements de Bonn, je l'ai dit. Nous avons aussi un autre engagement dans le sens de protéger les aires protégées, aller au-delà des 17% qui était la première ambition. Maintenant, nous allons aller dans l'objectif 30-30, c'est-à-dire d'ici 2030, nous devons avoir à peu près 30% de nos forêts qui seront vraiment protégées. Alors pour ce faire, nous avons partagé donc cette vision
l'initiative du chef de l'État où nous avons coulé sous forme de lois que nous devons modifier, la loi portant conservation de la nature. Nous allons prendre toute la partie des forêts vers Bukavu, les espaces savanes dégradés que nous allons devoir recouvrir, donc restaurer ces couverts forestiers, et ailleurs, là où la forêt naturelle se trouve intacte, essayer de la préserver. Donc toutes ces parties procéder à la plantation des palmiers, donc le palmeraie qui a la vertu de sédentariser la population, et avec ces palmeraie on va utiliser l'agroforesterie, donc à partir de Kivu jusqu'à Kinshasa, ça va traverser plusieurs provinces, plusieurs territoires, dans le cadre aussi de renforcer les PDL 145 territoires. Donc il y aura l'agroforesterie, en dessous des palmeraie, les populations locales, comme ça sera des aires protégées à caractère national mais dédiées à la communauté locale, y compris le peuple autochtone, pourraient utiliser leur plantation de cultures vivrières et devra arrêter avec l'utilisation de l'agriculture où on utilise avec l'itinérance sur brûlis, parce qu'on ne peut pas mettre le feu là où il y a les palmeraie, mais on peut profiter de l'ombrage de ces palmeraie pour faire ces cultures vivrières. En plus de ça, dans le cadre de renforcer de manière holistique le développement de nos 145 territoires, avec ces palmeraie, dans le futur, nous allons avoir la possibilité au moins de petites unités d'extraction d'huile, de savonnerie, au lieu que la population commence à chercher. Donc ça va créer l'emploi, une chaîne de valeur. On conserve la forêt, on crée de l'emploi, parce que vous avez parlé de l'agro-industrie, on exploite les palmeraie. Voilà, exactement. Donc on crée de l'emploi. Donc c'est toute une chaîne de valeur à travers l'environnement. Donc comme nous sommes au ministère de l'Environnement et Développement durable, à travers l'environnement, notre potentiel environnemental, nous l'amenons vers une économie verte. Et que cette économie verte nous amènera vers le développement. Mais comment ça va se situer à la carte? Parce qu'on dit couloir vers Kivu-Kinshasa, ça veut dire que le pays sera découpé d'est vers l'ouest. Comment ça va se repartir en termes de zones et de superficies? En fait, c'est comme une muraille verte, ça dépendra de la partie où nous allons prendre. Le Grand Kivu, et du Grand Kivu, nous allons descendre progressivement vers l'ouest. Nous allons rencontrer, il y aura des montagnes, il y aura des savanes, il y aura des forêts primaires, et il y aura même des ressources en eau. Donc on prend l'environnement dans sa globalité. Et là où les forêts sont dégradées, nous procédons donc au palmeraie. Là où il y a la forêt naturelle intacte, nous les protégeons pour diminuer la pression autour des forêts. Et c'est calculé, c'est la direction des inventaires des aménagements forestiers qui s'en occupe, la DIAF, et aussi le système de surveillance forestière, que le bâtiment où nous sommes en train de construire actuellement à l'UNIKIN, qui va abriter donc ces centres-là, le système de surveillance forestière, qui va s'en occuper. Et l'ICSN, qui est sous notre tutelle, est entré aussi en danse pour suivre cela. Donc voilà, et nous travaillons avec les fonds forestiers dans le cas du reboisement. Mais ça aussi, il faut souligner que c'est au-delà même du niveau national, parce que c'est un dossier, je crois, qui va faire l'objet d'une présentation au niveau international par l'initiateur même de cette vision, le chef de l'État, en début de l'année. C'est qui consolide notre position de pays solution en termes de conservation de la nature, mais cette fois-là avec la possibilité d'en faire une économie autour de la conservation. Monsieur le ministre de la Santé, je me tourne de votre côté pour parler des autres événements à Kalemi. C'est le centre de santé de Mutoa, situé à plus de 30 km de la ville de Kalemi. La particularité ou l'événement avec ces centres, c'est que c'est le premier centre livré totalement équipé et de manière moderne de 145 territoires. C'est bien cela? C'est tout à fait cela. C'est pour cela que le président de la République a fait le déplacement. Il faut savoir que Mutoa, qui a 30 km de Kalemi, abrite une population de plus ou moins 12 à 13 000 personnes. Donc c'est un centre qui est vraiment au milieu on va dire, de nos communautés rurales. Mais les communautés rurales qui étaient obligées de faire des distances incroyables, ne fût-ce que pour faire une radiographie. Vous avez vu la route de Mutoa pour arriver à Kalemi. Bien sûr. Et il faut imaginer quelqu'un qui est malade, il
faut imaginer quelqu'un qui est fracturé, il faut imaginer quelqu'un qui est blessé, il faut imaginer une maman qui accouche et qui doit faire plus de 30 km pour faire une prise de sang, qui doit faire 30 km pour faire une radiographie, qui doit faire plus de 30 km pour avoir des soins primaires. Le PDL 145 territoires, l'avantage que nous avons, c'est que nous rapprochons les soins de nos populations. Souvent, les gens nous disent, mais oui, mais vous avez commencé la gratuité de la maternité, mais il faut améliorer les soins. Alors là, le président de la République montre justement que c'est ça la stratégie que nous avons. Il y a déjà plus de 276 centres de santé qui sont construits, mais celui-là, c'est le premier à être totalement équipé. Et il est équipé de telle sorte qu'il fasse le travail d'un petit hôpital. Donc en fait, ce n'est pas un simple dispensaire comme vous pouvez voir sur les images. Il est équipé de telle sorte que tout ce qui peut se faire dans un hôpital général, sauf de la grande chirurgie, mais tout cela puisse se faire à ce niveau-là. Et donc c'est un centre moderne, ultra moderne d'ailleurs, au point que les médecins qui ont vu, ils ont dit mais on n'a jamais vu ça dans nos communautés. Et c'est très important parce que tous les centres de santé vont être de la même manière, c'est-à-dire le PDL 145 territoires va permettre à ce que nos populations soient rapprochées des soins de santé de qualité. Alors ce que vous êtes en train de nous dire, Monsieur le Ministre, c'est que dans tous les centres de santé, il y aura ces dispositifs modernes. Tout à l'heure, peut-être que nous aurons l'occasion de le montrer à l'image. Les gens n'auront plus besoin de faire des kilomètres et des kilomètres grâce à la télémédecine pour faire une radio ou pour faire d'autres examens. Oui, tout à fait. L'exemple qui est là de Mtowa, c'est vraiment l'exemple typique de ce que sont nos milieux ruraux. Et comme je dis encore, si vous voyez par exemple cette image qu'on a là, c'est une radiographie de la main. Il faut imaginer tout simplement que cette image-là, aujourd'hui, la personne doit faire plus de 30 km pour aller faire sa radiographie. Et aujourd'hui, il peut faire ça en Mtowa grâce à des petits appareils que nous avons pu mettre dans les centres de santé qui sont très modernes. Vous voyez cette petite caméra qui ressemble à une simple caméra, mais qui est en réalité un vrai appareil de radiographie qui n'a pas besoin de spécialistes, qui n'a pas besoin de radiologues, qui a besoin juste d'une infirmière, d'un médecin, d'un technicien qui est sur place. Mais l'avantage que nous avons, c'est que dès que c'est pris, maintenant quelqu'un à distance peut interpréter cette image, ou alors si on a un radiologue ou quelqu'un d'autre capable d'interpréter sur place, il peut le faire. Mais c'est accessible et donc ça permettra à ce que nos milieux ruraux soient proches des soins que nous pouvons donner dans les centres plus grands. Voilà, merci beaucoup Monsieur le Ministre. On aura l'occasion d'y revenir parce que les professionnels des médias auront des questions. Le séjour du président de la République, c'était aussi les étapes d'Issiro et des Bouta. Je voudrais, en accord avec la technique, revenir sur un extrait du discours du président de la République à Bouta parce que le président de la République revient beaucoup sur la question notamment de la couverture santé universelle, du volet gratuité de la maternité. Nous avons une experte en ODD à notre droite. Elle aura l'occasion de commenter ces sujets parce que il y a beaucoup des réactions que cela suscite au regard justement de la préservation des vies de nos enfants qui naissent. En accord avec la technique, on va reprendre le passage du président de la République à Bouta. Minere nabiso tolingi lisusu ebimaka na moyibi te ekendeke kovwa misa bamboka bapaya. Yango bokoyoka to bosi boyoki société nabiso moko ya Congo kombo nango Primera Gold eyepe kofongola ba porte nango awa ndeko congolais oyo ayebi ke atimolaka na mosala oyo ya or bauni ayeba te lelo tokomi na comptoir na biso moko ya bana mboka kombo nango Primera Gold mema kolina yo kuna tika nzela ya kozwaka or okendaka kolekisa yango banzela ya moyibi ekendaka kovwamisa bamboka bapaya sikoyo tokomi na oyo ya biso moko ya bana mboka oyo ekopesa biso sikoyo occasion ya kozwa ba moyen ya kotonga mboka ya koluka kosala kopesa ba occasion opportunité ya misala pona bana mboka.
Voilà, Madame Ève Bazaïba, vous êtes ministre d'État, ministre de l'Environnement, vous êtes une grande notabilité de la Grande Orientale. Nous étions à Isiro, nous étions à Bouta, vous étiez là, avant nous étions même à Kisangani. Comment interprétez-vous la ferveur qui caractérise les passages du président de la République spécifiquement dans ces régions? Moi, je voudrais saluer, féliciter d'abord l'approche de l'initiative de l'itinérance prise par le chef de l'État. Ça permet de booster la gouvernance au niveau de la base. Parce que le vrai développement, c'est au niveau de la base. Il n'a pas suffi seulement pour lui de parler de PDL 145 territoires, mais encore qu'il est en train de procéder à des tournées. Je souhaiterais vraiment que cette impulsion-là soit faite aussi par les gouverneurs. Il y a des gouverneurs qui ne font que leur chef-lieu et viennent à Kinshasa ou en Europe. Si les gouverneurs pouvaient aussi suivre ces pas de l'itinérance au niveau de tous les territoires, les administrateurs des territoires font de même au niveau de tous les secteurs et chefferies, les responsables des secteurs et chefferies font de même dans des groupements et les localités, nous pensons que nous allons réussir. Vous savez, ça crée une certaine des émulations, des émules dans le sens où quand le chef de l'État part dans XY province, les autres provinces commencent à se préparer. Tout le monde tient la houe, tout le monde tient la bêche, tout le monde tient les balais. Ça, c'est très important. Et si vous permettez que, allez-y, s'il vous plaît. Que je le dise, il y a des projets qui ont été lancés il y a 2 ans, 3 ans, qui ont piétiné. Mais depuis l'approche de l'itinérance, tous les gouverneurs sont debout et commencent à les booster. Nous avons vu des aéroports être modernisés parce qu'ils savent que le chef de l'État est en train de venir. Ils vont recevoir. J'ai vu même les privés, l'initiative à Kalemi, nous avons résidé chez les privés. Des privés se rivalisent à mettre en place des hôtels, des lieux d'accueil, etc. Et vous voyez comment les villes sont en train de se faire embellir. Donc ça, je salue. Et l'étape de Isiro a été une étape très très importante qui, dans le contexte actuel où le pays est victime une fois de plus des barbaries, des groupes armés incontrôlés, des terroristes qui sont appuyés par nos voisins pour citer les Rwandais, et les circonstances de l'assassinat de la révérende sœur Anouarite, d'heureuse mémoire, 60 ans après, cela continue. Et c'était la symbolique importante, surtout de voir que les fils et certains filles de la République, notamment des Haut-Ouélé, c'est eux qui prennent maintenant l'appui dans le sens de faire perpétuer donc cet état des choses en termes de conflit. Des guerres et des violences. Des guerres et des violences. Et entrer même toujours dans les couvents des religieuses. Donc c'était une symbolique importante et j'ai entendu, moi, comment, si c'est passé à la technique, on pouvait bien le faire, la population en Isiro en train de griller Toboyi Bitumba, Tolingi Banana Biso, Basimbalisu Mandokite, Tolembi. Ça, c'était très important. Tout à fait. On aura l'occasion de revenir parce qu'il y aura évidemment des questions-réponses. Mais l'une des recommandations phares, en tout cas une phrase qui a été beaucoup dite à Kalemi, c'est que pour les gouverneurs, vous faites 20 jours en itinérance et 10 jours dans vos bureaux. Et sur ces points, en tout cas, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a pris l'engagement ferme de s'assurer que cela se fasse. Alors, monsieur le ministre de la Santé, avant que les journalistes ne puissent nous poser des questions, le président de la République, chaque fois, il parle de couverture santé universelle, il parle de gratuité de la maternité, il en a parlé à Isiro et d'ailleurs à ses propos, il avait recommandé à la première ministre de vous tirer entre guillemets les oreilles pour que vous puissiez amener les programmes là-bas rapidement. Les présidents parlent de la gratuité des accouchements, mais une gratuité qui pour certains disent nous encourageons. Alors qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui pensent que ces programmes salvateurs est comme une promotion pour demander aux jeunes filles ou aux jeunes hommes d'aller faire des enfants? Bon, alors d'abord le président de la République a tout à fait raison, mais il ne dit pas seulement de la gratuité ni de la couverture santé universelle, il explique pourquoi. Le président parle de l'hypermortalité de nos mères et de nos enfants qui a entraîné cette décision de rendre
les soins de santé pour la mère et l'enfant gratuits. En fait, les soins de santé ne sont pas gratuits. C'est que l'État a décidé de les prendre en charge. Tout à fait. Pourquoi l'État a décidé de prendre en charge? C'est parce qu'il y avait une barrière financière et nous venons de finir la revue. Là, hier, on a fini la revue de la première année de la couverture santé universelle. On aura peut-être l'occasion, dans une émission, d'aller en détail là-dessus. Mais nous ne sommes pas les premiers à faire la gratuité de la maternité et la gratuité des soins de nouveau-nés. Il y a des pays qui en ont même fait une disposition constitutionnelle. C'est le cas du Kenya. C'est pour montrer que, en fait, ce n'est pas quelque chose de proprement congolais. Ceux qui pensent que cela encourage les jeunes femmes ou les jeunes hommes à faire des enfants, ils ont parfaitement tort parce que nous avons du recul. Nous pouvons voir dans les pays où ça a été fait, quelle est la conséquence. La conséquence, c'est que le taux de mortalité et le taux de natalité, le nombre de bébés qui naissent, diminue. Pourquoi il diminue? Parce que tout simplement, maintenant, on a la jeune femme. Il faut toujours penser dans nos milieux ruraux. Il ne faut pas toujours penser qu'il y a les villes. Dans nos milieux ruraux, vous voyez qu'une jeune femme peut faire un bébé quasiment chaque année. Parce que personne ne s'en occupe. Or, quand nous avons maintenant ces personnes-là sous la main, quand nous pouvons maintenant les éduquer, quand nous pouvons maintenant leur dire, attention, pour que votre enfant puisse grandir dans de bonnes conditions, allaiter au moins pendant 6 mois, allaiter même 1 année, et puis surtout, permettez à ce que vous-même vous reconstituez pour pouvoir avoir un autre. Quand les femmes sont suivies, on se rend compte que le nombre de personnes qui accouchent diminue. Enfin, la natalité diminue. Regardez tous les pays développés. Il y a la gratuité de la maternité. Quand vous allez dans n'importe quel pays en Europe, on ne vous demande pas de l'argent pour accoucher. Mais est-ce que les femmes font plus d'enfants? Non. Mais c'est la même chose qu'on constate en Afrique. On se rend compte que plus vous élevez le niveau des gens, plus vous diminuez la natalité excessive. Mais surtout, plus vous diminuez la mortalité. Et c'est vraiment, notre focus est sur la mortalité. Et comme j'ai dit, on vient de faire la revue, on peut regarder maintenant et donner les éléments beaucoup plus probants par rapport à ça. Donc, je rassure les personnes qui sont inquiètes en pensant qu'on favorise des naissances, on va dire de manière chaotique. Non, au contraire, quand on a les personnes sur la main, quand on peut les aider, quand on peut les éduquer, quand on peut faire de la planification, en ce moment-là... Vous parlez de planning familial et de toutes les précautions qui doivent prendre, notamment l'espacement des accouchements. Absolument. Monsieur le ministre, on aimerait bien vous accompagner, comme ça on sera en mesure de montrer à ceux qui critiquent ces programmes, qui sachent que c'est le volet qui nous permet entre autres aussi de demander aux femmes en tout cas de tenir compte de ce que leur exige la nécessité des espacements. On va faire plus de pédagogie. Madame la ministre d'État, on va terminer sur ces volets avant de donner la parole aux journalistes par vous. Vous-même, vous êtes parmi les grandes femmes reconnues dans ce pays. Vous êtes beaucoup battue pour la cause de la femme. Lorsque vous entendez les ministres réagir notamment sur ces programmes et au regard de critiques qui parfois de mauvaise foi affluent, comment vous réagissez? Moi, je voudrais d'ailleurs demander au ministre de donner les chiffres des décès et des mortalités maternelles. Je ne prends que pour les cas d'accouchement. Si mes statistiques sont faibles, chaque jour, notez-les, il y a au moins 10 femmes qui meurent par province. Et là, je suis encore dans les minima. 10 femmes qui meurent par jour, par province et par accouchement. Nous avons 26 provinces. Par jour, ça signifie qu'on a au moins 260 femmes qui meurent d'accouchement. Si ce n'est pas un problème d'éclampsie, c'est un autre cas et tout ça. Il y a, si on les prend par semaine, c'est 260 multiplié par 7, ça vous fait 1820 femmes qui décèdent chaque semaine. Et si nous faisons le même calcul, les 1820 femmes par 30, ça nous fait quel chiffre et les statistiques d'une année? Imaginez-vous des crashs d'avion. Chaque jour, vous avez 260 personnes qui meurent dans des crashs d'avion. Et par semaine, au moins 1820, systématiquement chaque jour. Et quand je dis 10 femmes, dans tout Kinshasa ici, c'est plus de 10 femmes qui meurent. Ceux qui sont connus, répertoriés dans les hôpitaux ou d'autres centres, ou qui meurent à la maison, on ne le connaît pas. Et quand elles meurent, c'est avec leurs enfants. Les couples mère et enfant est confronté à cela.
C'est après, considérant toutes ces choses, qu'au niveau des Nations Unies, on a mis en place ce qu'on appelle les ODD, les objectifs de développement durable de 2015 à 2030. Et le troisième objectif, c'est l'accès aux soins de santé primaires, parmi lesquels la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Donc on prend l'infrastructure sanitaire, comme on a parlé du centre de santé, les équipements et aussi le renforcement des capacités de personnel médical, et surtout comme des sages-femmes et autres qui accompagnent la femme, les couples mère et enfants. C'est pourquoi il est demandé à tous les pays du monde de mettre en place des politiques et des programmes, des mécanismes nécessaires pour procéder à la réduction sensible de la mortalité maternelle et infantile. Donc ce n'est pas seulement en faveur de la femme, c'est en faveur de toute une nation. Et c'est là où la RDC s'est orientée, de renforcer donc la qualité des soins de santé. C'est aussi l'accès des soins de santé primaires. Non seulement il y a cette gratuité, il y a la couverture santé universelle. Pour ceux qui n'ont pas de possibilité de se payer en cas d'urgence les soins médicaux, aient au moins la possibilité d'accéder aux soins de santé. On est en train d'aller au gouvernement catégorie par catégorie. Il y a les fonctionnaires de l'État, dont les enseignants et autres. Et même au niveau de la population, on va arriver jusqu'à la population désœuvrée, et avec des petites quantités de couverture santé, donc des contributions, et l'État pourrait prendre en charge les soins de santé primaires, justement pour réduire la mortalité. Il y a plusieurs objectifs, 17, mais l'objectif santé, c'est un objectif aussi qui va de pair avec la lutte contre la pauvreté et la lutte contre la faim. Voilà. Les statistiques. Là, j'aimerais vraiment que le personnel, enfin les journalistes puissent faire des enquêtes. Vous allez avoir des chiffres plus que ce que je vous ai donné. Je pense que c'est ce que nous devons commencer à faire de manière régulière. Comme ça, on est sûr que nous informons de progrès qui sont faits, parce que sous la direction du président de la République, nous faisons des progrès tous les jours. Voilà, avant que vous ne puissiez poser vos questions, monsieur le journaliste, on va revenir sur l'extrait de l'adresse du président de la République aux pèlerins venus assister à la messe à l'occasion du 60e anniversaire du décès de la bienheureuse Anouarité Nengapeta. L'Église, au même titre que tous les acteurs sociaux, est invitée à jouer sa partition pour aider les Congolais à s'unir et à trouver des solutions à leurs problèmes par le dialogue. Elle doit donc être réellement au milieu du village. Voilà, on va commencer cette série de questions avec M. Pichu Mulumba, puis ce sera M. Eric Izami. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai une question précise au ministre de la Santé, et puis il y aura une question d'actualité au porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre de la Santé, vous avez évoqué les décès liés à cette mystérieuse épidémie survenue à Panzi en dehors des établissements hospitaliers. Bien qu'il soit encore prématuré d'établir un lien, vous l'avez dit, avec les cas identifiés à l'hôpital, comment ces décès dans la communauté sont-ils suivis? Quelles actions sont-ils mises en place pour soutenir les familles touchées par cette tragédie? À monsieur le porte-parole du gouvernement, excusez-moi de sortir du sujet pour vous poser une question aussi simple. Ça préoccupe ceux qui sont à la cité. Est-ce que la révision et ou le changement de la Constitution a été la raison principale de l'itinérance du chef de l'État à l'intérieur du pays? Mais tout de suite, je veux vous dire non, parce que le président de la République l'avait promis, que si les Congolais lui renouvellent sa confiance, il ferait ses missions d'itinérance. Nous avons été plusieurs fois avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui dans un passé récent était le directeur de campagne du président de la République. Et lorsque le président de la République voyage à travers la RDC, tel que la ministre d'État Bazaïba l'a dit tout à l'heure, c'est pour s'assurer de la bonne exécution de certains projets, pour trouver des solutions aux problèmes de Congolais. La question de la Constitution est une question que le président a soulevée, mais je pense qu'à l'étape de Kalemi, le président a dit, ou à Isiro, qu'il a fait juste rappeler sa volonté de voir les Congolais débattre sur le texte mère. Et aujourd'hui, le président a déjà balisé la voie.
nous attendons dans quelques jours maintenant, parce que nous sommes en décembre, la mise en place d'une commission qui va réfléchir sur le sujet et qui proposera de pistes. Et l'hypothèse de recourir au peuple congolais est sur la table, dans l'hypothèse où ceux qui vont réfléchir vont suggérer aux garants de la nation l'idée d'une révision ou d'un changement, parce que l'objectif final recherché ici, comme disent les militaires, c'est de voir comment nous rendons notre État plus efficace, plus apte à répondre aux préoccupations des Congolais. Et donc il faut considérer que le président de la République, pour le mandat qu'il a, encore 4 ans, il fera autant de fois d'itinérance qu'il le souhaite pour s'assurer que sa vision est bien suivie en province. Ne me dites pas qu'à chaque fois que le président de la République ira au Congo central, ira à Dilolo, ira à Kasumbalesa, il ira que pour faire ces débats qui en réalité, c'est un débat qui ne lui appartient plus. Nous voyons que c'est des populations qui réclamaient notamment à Isiro Constitution, les gens voulaient l'entendre s'exprimer sur le sujet, alors que lui s'exprime sur ces 6 engagements, ce qu'il avait prévu. Et donc il faut considérer que ce débat est un débat qui est dans le peuple, qui suit son cours. Nous attendrons les résolutions de la Commission et le président de la République pourra disposer parce que c'est lui qui est l'initiateur de ce débat. Voilà la réponse que je pouvais donner à ces sujets. Monsieur le ministre de la Santé, vous pouvez répondre pour les questions qui vous concernent. Merci beaucoup. Alors, comme je venais de dire, c'est que ça fait 5 jours que nous avons eu l'alerte et ça fait 5 jours que nous avons déployé les équipes d'urgence. Je répète effectivement que les décès dans la communauté, nous ne pouvons pas encore les lier. Je viens de dire que nous faisons d'abord l'autopsie communautaire pour savoir si ces décès sont liés au même phénomène. Et s'ils sont liés au même phénomène, ça nous permettra de voir ensuite quelles sont les propositions, quelles sont les précautions qu'on prend au niveau communautaire, alors que pour l'instant, nous n'avons pas encore de diagnostic. Même pour ceux qui sont dans les structures de soins, qui sont arrivés dans les structures de soins, nous n'avons pas encore de diagnostic pour pouvoir proposer une marche à suivre très claire. C'est en fonction du diagnostic que nous pourrons effectivement lever les meilleures options. Vous savez, dans une épidémie, 4-5 jours, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, pas tant que ça. Vous savez, l'épidémie d'Ebola de 2018, le premier cas a été signalé au mois de mai et les premières interventions sont intervenues au mois d'août. Donc nous, on intervient au bout de 5 jours, donc on ne peut pas encore pour l'instant tracer une voie claire de la réponse systématique qu'on va donner. Voilà, merci Monsieur Eric Izami et puis ce sera Madame Rachel Kitita. Merci de la parole, Excellence. Monsieur le ministre de la Santé et Madame Bazaïba, au niveau de l'environnement, ainsi que vous-même, Monsieur le ministre de la Communication, félicitations pour vos efforts. Hein. Vous avez vanté ici, par exemple, l'érection de Motoya. La question d'abord au ministre de la Santé, puisque maintenant, la province de Kwango est attaquée. Vous avez parlé des Panzi, mais nous savons que le Kwango, ça vous fait Chikahemba, Popokabaka, Kasongolunda et Kenge. Alors là, quand est-ce que la population congolaise de Kwango auront aussi, les Congolais qui vivent là-bas, quand est-ce qu'eux aussi ils auront un hôpital comme Motoya par exemple? Vous avez dit l'itinérance Motoa. Dans l'itinérance du chef de l'État, vous avez fait Tanganyika, et puis Bazouélé, Ouélé. Où est-ce que la mise en application de PDS 145 territoires a le moins bien marché? Et si vous avez quand même pu déceler là où ça n'a pas vraiment bien marché, est-ce qu'on va s'attendre aussi à des sanctions pour ceux qui n'ont pas pu, par exemple, matérialiser l'érection d'une école, d'un hôpital? À Maman Bazaïba, votre secteur est transversal aujourd'hui. Vous parlez des couloirs verts. Et je suis curieux, vous avez dit que vous avez déjà clôturé avec le projet des 1 milliard d'arbres. Alors que si j'observe, par exemple, la ville de Kinshasa, on n'a pas 1 milliard d'arbres, on n'a pas 1 million d'arbres. Sur mon avenue, j'en compte 4. Je suis à Lingwala ici. Mais vous n'avez pas planté à Lingwala, il n'y a pas d'espace pour planter. Oui, alors, comment ça va se passer? Pourquoi est-ce que vous n'encouragez pas la population à petite échelle? Je suis né, j'ai grandi à Kinshasa. Il y avait quand même dans nos artères ici des arbres. Il n'y en a plus. Nos enfants font des bourbouilles, des éruptions cutanées lorsqu'arrive le grand soleil.
qu'est-ce que vous faites à propos? Et puis, puisqu'on ne vous voit pas tous les jours, Maman Bazaïba, il n'y a pas très longtemps, il y a une de nos rivières qui avait été infestée par je ne sais pas quel produit qui venait de l'Angola. Et puis nos mamans avaient développé de maladies assez particulières. Nous en sommes où avec ce dossier-là? Nous parlons de l'itinérance du président de la République. J'en ai profité, c'est pas tous les jours qu'on voit la lionne. Elle va vous répondre parce qu'elle a des réponses, mais je souhaiterais Excellence. que les questions restent cadrées par rapport à l'objet du briefing. Excellence, Madame la ministre d'État, s'il vous plaît. Oui, d'abord, je voudrais annoncer que le samedi, je vais aller dans le Kwango à Kenge pour faire de Kenge une ville verte. Je suis déjà en contact avec tous les responsables politico-administratifs, notamment le gouverneur et le coordonnateur d'environnement. Je vais poursuivre jusqu'à Kikwit. Donc, je vais faire aussi les Kwilu. Donc, je fais Kwango et Kwilu. Dans mon domaine, peut-être je ne vais pas arriver à Kayemba, mais au moins je vais le faire. Je pense que le gouverneur va faire aussi son itinérance à son niveau. Parlant de 1 milliard d'arbres, le 1 milliard d'arbres, c'est un projet, une vision du chef de l'État qui avait lancé dès 2019. Je l'ai trouvé en 2021 jusqu'à 2023. Et quand je suis arrivé en 2023, je l'ai boursé et demandé l'adhésion de toute la population. Ce n'était pas seulement au gouvernement de financer 1 milliard d'arbres. Je suis dans les calculs. Pour planter un arbre, il faut au minimum $1 américain. La planture à acheter ou c'est la pépinière à préparer, les sols à préparer, le sarclage et tout ça, l'arrosage, la surveillance. 1 milliard d'arbres signifie $1 milliard à investir dans cela. Ce qui est vrai que le gouvernement n'a pas investi 1 milliard, mais nous avons fait un effort. Ce que le gouvernement a donné à son échelle, c'est qu'on a pu prendre du trésor public et du fonds forestier, mais nous avons eu l'adhésion de tous les partenaires, y compris les privés. Au moins, par rapport au gouvernement, 100 hectares ont été plantés dans 11 provinces. Ça nous fait 1100 hectares. Et les restes, nous avons capitalisé. Donc, tout ce que les privés ont adhéré dans la vision, nous en sommes arrivés à 87% de notre travail. Donc, c'est vraiment Ça veut dire énorme. 870 millions. Et plus avec beaucoup plus de détails. Mais nous avons aussi connu des obstacles. Des obstacles où partout, prenons le cas de Kabou-Néné, vers Likasi, où nous avons planté, et c'était au Katanga. On a procédé à la spoliation. Il y a des gens aussi qui viennent couper ces arbres pour en user en bois énergie. Je prends le cas du parc animalier de Lancele où j'ai été là-bas. Nous avons planté les arbres là-bas. On avait 1500 hectares où nous avons planté plus de 300 hectares. Et ce n'est resté que 195 hectares parce que c'est spolié partout. Ce parc animalier de Lancele qui comptait 3 millions d'hectares, 3000 hectares, excusez-moi, après 3000 hectares, après avoir que le gouvernement ait affecté certains espaces comme au centre olympique qui était là et aux autres, nous sommes restés à 1500 et puis il y a eu spoliation systématique depuis qu'il y a le mausolée du président Feu Étienne Tshisekedi là-bas. Tout le monde devait être autour et nous avons dénoncé aujourd'hui des autorités coutumières qui pensent à leur niveau que les terres leur appartiennent. Ils auraient donné au président Mobutu et maintenant qu'il n'est plus là, ils récupèrent les terres. Et les profiteurs de ces terres-là, ce sont des autorités politico-administratives et militaires. Donc c'est eux qui nous mettent en mal, qui spolient systématiquement. J'étais là-bas, si vous voyez, vraiment vous avez des larmes aux yeux. Et heureusement, le chef de l'État nous a instruit tous les ministères sectoriels concernés, notamment les ministères des Affaires foncières, il y a moi-même, et même la défense, l'intérieur et tout, pour que la loi puisse s'appliquer, parce que cet espace est couvert par une ordonnance présidentielle. Alors, vous avez parlé de la rivière Kasaï, le dossier n'est plus à mon niveau. J'y ai travaillé du point de vue environnemental, j'ai pris des échantillons, nous avons décelé ce qui a été, maintenant ça se trouve au niveau du ministère de la coopération régionale sur la situation à gérer. On est dans les gestions politiques entre nous et l'Angola, parce qu'il n'y a aucune loi, aucune convention qui nous lie avec l'Angola dans le cadre des eaux frontalières. Voilà pourquoi d'ailleurs, pour éviter cela, nous sommes en train d'aller vers l'autorité de régulation de la rivière Luapula et du lac Muero, pour qu'avec la Zambie, nous n'ayons pas le même problème. Nous sommes d'ailleurs en cours de ces travaux actuellement. Ce qui est vrai aussi qu'en dehors de la rivière Kasaï, nous avons le cas de la rivière Aruimi. Là, ce n'est pas l'Angola. La rivière Aruimi, ce sont les Congolais
qui travaillent en collaboration avec d'autres investisseurs privés, pour ne citer que les Chinois qui sont là. Moi-même, j'ai pris des décisions. Madame la ministre Samba, en son temps, a même retiré la licence des recherches, mais ce sont les Congolais, les fils du coin, de la province, du territoire, qui travaillent en complicité avec ces Rwandais. Ces Chinois, excusez-moi. La même chose avec d'autres rivières dans les Katanga où il y a de la pollution. J'étais moi-même personnellement je suis après l'Ikasi, je suis allé à Kambove, j'ai trouvé la situation à Kambove catastrophique, la même situation comme dans la rivière Kasaï, et j'ai pris des décisions. Ce sont toujours les fils de ces pays qui collaborent avec ces miniers, et parce que quand je ferme les centres d'enfouissement ou leur bassin de décantation, ce sont les Congolais qui y reviennent. Mais là, au moins, au niveau de l'Ikasi, j'avais fait une action où fermer à peu près 4 bassins de décantation, et on a pris la résolution des reboisés avec des plantes qu'on appelle les plantes métallifères qui se nourrissent des radiations, n'est-ce pas, des minéraux. Dieu vraiment est juste à créer cet équilibre pour devoir dégager l'oxygène et nettoyer l'atmosphère. Voilà les quelques réponses que je peux. Voilà, monsieur le ministre de la Santé. Oui, alors, à Caen, un hôpital au Congo, j'ai reçu le caucus des députés du Congo hier pour qu'on passe en revue la situation sanitaire du Congo. Mais, encore une fois, on ne va pas toujours avoir une stratégie de réaction. On doit avoir une stratégie de planification globale et permanente. C'est ça le PDL 145 territoires. Et ce programme, il est très important parce que actuellement, par exemple, nous avons déjà plus de 276 centres qui sont finis. Mais ils ne sont pas finis seulement à Mtowa, ils sont finis aussi au Congo. Et donc l'idée maintenant, c'est comme on a lancé maintenant, c'est d'équiper tous ces centres de la même manière que celui qu'on vient de voir pour que les soins soient à côté. Pour vous donner un exemple, les échantillons que nous avons prélevés à Panzi, il faut les amener jusqu'à Kikwit pour les amener au laboratoire. Ça montre bien que notre système n'est pas encore suffisamment, n'a pas encore fait un maillotage général du pays, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Amener le plus possible de soins le plus proche possible des personnes. Bien entendu, les députés m'ont montré la difficulté qu'il y a avec les accidents qu'il y a sur cette route-là, où il n'y a vraiment pas d'assistance médicale, mais c'est une situation générale du pays. C'est pour cela que nous militons pour que l'investissement en santé ne soit pas considéré comme une dépense. Ça doit être vraiment compris comme un vrai investissement, parce qu'il y a un lien entre l'espérance de vie, c'est-à-dire l'âge où les gens meurent, et l'économie. On voit que quand on gagne 1 an d'espérance de vie, on gagne 4 points de PIB. Ça montre bien que cette stratégie de diminuer la mortalité nous permettra aussi de développer le pays. Et au Congo particulièrement, effectivement, comme je viens de vous dire, nous avons des centres de santé du PDL qui ont été construits. J'ai fait le point hier avec les députés et nous devons maintenant les équiper comme partout ailleurs. Voilà, je crois que sur l'étape de Kalébi, nous avions fait un briefing justement avec le vice-premier ministre du Plan. Il a participé au briefing où il a fait l'évaluation du programme PDL 145 territoires. Le programme aujourd'hui a dépassé, je pense, le 857 ouvrages. Dans les ouvrages attendus dans les cadres de PDL, c'est à peu près 1200 écoles, je crois plus de 700 centres de santé et 145 bâtiments administratifs. Et donc, le projet a évolué. Il y a eu évidemment certaines difficultés en termes de financement, certaines difficultés en termes d'accès à la main-d'œuvre, certaines difficultés en termes de process spécifiquement pour le PNUD, qui a fait que dans certains coins du pays, le projet n'a pas évolué avec la vitesse voulue, avec la même célérité partout. BCECO avance un peu peut-être plus rapidement. Les PNUD, ce n'est pas le cas, mais ce qui est clair, c'est que le projet, il est piloté et que là où il faut tirer des conséquences parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites ou parce que des choses ont été en retard, elles sont faites. Et d'ailleurs, récemment, le ministre des Finances a donné encore un financement supplémentaire attendu dans le cadre de l'évolution de ces projets, qui est un projet novateur parce que c'est pour la première fois depuis l'indépendance qu'on investit dans tout le coin de la République en même temps. Imaginez
le centre de Mutoa qui vous permet de faire des examens de radio à distance, imaginez de l'avoir partout. Le fameux maillage dont parlait le ministre de la Santé aura déjà été fait et c'est dans ça que nous sommes avec la première ministre Judith Souminois. On va... Je peux ajouter un élément sur le ralentissement de PDL 145 territoires, ce qui est d'ailleurs la raison de l'itinérance des chefs de l'État. Nous avons remarqué d'abord la différenciation du coût. Le même hôpital, même modèle, mais le prix n'est pas le même partout parce qu'il y a un problème d'accessibilité. Vous prenez le cas de Bouta. Pour l'aéroport de Bouta, même ici, tout se fait par pont aérien. Et ça, c'est un coût excessif. Pour accéder dans certains territoires, il n'y a pas de route. Donc, ou si vous voulez aller par des embarcations de fortune, il y a des naufrages où les ciments, tous les matériels de travail, chavirent. Donc ça a permis au chef de l'État de palper du doigt aussi cette réalité, même s'il n'est pas arrivé dans tous les territoires. Mais nous avons à chaque fois, à chaque étape, il y avait tous les administrateurs du territoire et même les chefs traditionnels qui donnaient ces rapports avec des images tout documentées. Et nous avons changé de stratégie. Là où il faut augmenter un peu de fonds par rapport aux calculs qui ont été faits, on l'a augmenté. Et là où il faut commencer d'abord par la route, avant d'aller vers les hôpitaux, on est tenté de le faire. Sinon, nous allons dépenser plus. Ça, je vous dis, vous avez vu comment on a eu le point aérien des échafaudages, des ciments et tout. Ça pèse le matériel de construction. Et à certains coins, ça coûte beaucoup plus cher. Exactement. Alors, Madame Rachel Kitita, et puis on prendra les 3 dernières questions en série pour terminer. Ce sera Oscar Mbal, Madame Mafuta, et on terminera avec Fabrice pour une question en lingala. Allez-y, s'il vous plaît, dans les sujets qui nous concernent. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, pour la parole. J'ai des petites questions pour vous trois, mais je commencerai par le ministre de la Santé. Alors, il faudra attendre à peu près combien de jours pour avoir le résultat des échantillons qui ont été prélevés à Panzi, dans le Kwango, puis apporter une réponse appropriée quant à cette épidémie qui sévit dans cette partie de la RDC. Et finalement, ceux qui sont malades aujourd'hui, sont-ils en quarantaine, à la maison, à l'hôpital, et qui sont à l'hôpital des cas graves, et comment se passent les soins palliatifs pour tant soit peu pouvoir soulager la peine de ceux qui sont malades. Une question au porte-parole du gouvernement concernant l'itinérance du président de la République. C'est vrai que l'image des provinces est peu réluisante. Quand on essaye de sillonner les provinces de la RDC, vous parlez bien de Bouta, d'Issiro, de même Kalemi. Je reviens puisque c'est une culture de la sanction qui manque. Ça fait depuis 2018 que le président de la République, Félix Tshisekedi, essaye d'impulser un nouveau souffle, rythme pour le décollage, le redécollage des provinces. Mais vous vous rendez compte que dans certaines provinces, rien n'est fait, pas des routes, pas d'hôpitaux viables, mais des hommes politiques qui passent, des gouverneurs, des députés provinciaux, des institutions provinciales qui s'enrichissent au détriment du développement local. La sanction n'est pas à l'ordre du jour et c'est ça qui pose problème. Pourquoi il n'y a-t-il pas des sanctions quand le résultat ne suive pas? Deuxième question, c'est par rapport à la dernière sortie médiatique ou la récente du vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, sur la question de la révision ou du changement constitutionnel. Il a tranché. Pour lui, c'est la modification de la Constitution et non le changement. Est-ce que cette question a été débattue au sein du gouvernement ou c'est une prise de position? Vous nous entraînez sur un terrain politique. Non, c'est une prise de position personnelle. Nous avons Madame Bazaïba qui est là, qui est cadre du MLC. Je crus lire un communiqué du MLC à ces sujets-là.
peut-être qu'elle pourra exceptionnellement... Mais au sein du gouvernement, est-ce que dessus. c'est un Je pense désaccord entre membres du gouvernement? Ça, c'est une question à laquelle j'aimerais que vous puissiez répondre. Madame, Ça, c'est de la polémique. Madame la ministre, pas du tout. Madame la ministre d'État, et si modification de la Constitution ou changement il y a demain, quels sont les réajustements que vous proposerez dans votre secteur pour renforcer le secteur de l'environnement en République démocratique du Congo? Voilà, on va commencer par le ministre de la Santé et puis on va revenir sur les questions un peu polémiques de Madame Rachel. Oui, alors je pense que déjà les échantillons, nous allons commencer à les techniquer demain soir parce que, comme je vous ai dit, étant donné le niveau d'alerte maximal, nous avons opté finalement pour que les échantillons viennent directement à l'INRB à Kinshasa et donc ils vont arriver demain soir et donc demain soir ou dans la nuit ou le lendemain, on aura déjà la réponse. Et en ce moment-là, on pourra même répondre à la deuxième question, est-ce qu'on met les gens en quarantaine ou pas? Parce qu'on ne met pas en quarantaine pour tous les cas, même dans les épidémies. Parce que ça dépend de la cause de l'épidémie pour pouvoir décider de la stratégie à avoir. Si c'est une maladie hydrique liée au fait que c'est la maladie de main sale, là c'est des conseils liés à l'hygiène. Ce n'est pas nécessairement une maladie qui nécessite la quarantaine. Si c'est une maladie respiratoire, ce sont d'autres modalités qu'on prend, notamment le port de masque, des choses comme ça. Donc tout dépend du diagnostic. Et s'il vous plaît, acceptez qu'on se donne encore quelques jours pour pouvoir donner une bonne réponse. Parce que c'est une alerte que nous avons eue ce week-end. Donc ce n'est pas une alerte qui date de 2 mois, c'est vraiment ce week-end que nous avons eu cette alerte. Mais entre-temps, aucune disposition n'est prise. Mais je vous ai dit que nous avons envoyé les équipes qui partent avec toute la panoplie de protection, que ce soit les protections individuelles, que ce soit le lot de médicaments que nous connaissons de manière générale, que nous utilisons dans les épidémies, et que ce soit aussi les expertises de nos experts qui nous disent attention, ici il faut prendre telle position, il faut prendre telle position. Donc nous attendons cela, mais nous avons déjà envoyé tous les éléments qui puissent répondre à l'une ou l'autre stratégie, parce que comme je l'ai dit ce matin, nous avons tout ce qu'il faut pour répondre à l'épidémie. Voilà, merci beaucoup Monsieur le ministre de la Santé. Très rapidement, le vice-premier ministre s'est exprimé principalement aussi sur les questions qui concernent son travail comme vice-premier ministre, ministre de Transport. Je sais qu'il y a une idée des polémiques derrière, mais je ne me souviens pas avoir entendu un membre de gouvernement en dehors exceptionnellement de moi porte-parole commenter spécifiquement ces questions sur la Constitution. Donc il n'y a pas à chercher à opposer telle version à une version de l'autre. Jusqu'à ce jour, la question de la Constitution, que ce soit sur son volet révision ou changement, n'a pas encore été abordée en Conseil de ministres, parce que si cette question est abordée, dans le cadre de la transparence qui nous caractérise, nous en parlerons, notamment dans les comptes rendus. Et donc il faut que cela soit bien clair. Les vice-premiers ministres Jean-Pierre Bemba a aussi commenté ces sujets en tant que chef politique et son parti a sorti un communiqué à ses propos. Si vous ne l'avez pas lu, je pourrais vous l'envoyer. Ou peut-être que Madame la ministre d'État peut nous donner un détail là-dessus, mais il n'était pas question d'une quelconque forme d'ambiguïté sur son soutien à l'initiative du président de la République qui peut aboutir soit à la révision ou au changement de la Constitution suivant les orientations de la Commission. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai suivi comme tout le monde, le vice-premier ministre était dans une émission qui était focalisée sur les questions de ses compétences et de manière incidentielle, il a répondu à la question de la Constitution où il a donné des ouvertures prévues par la Constitution elle-même par rapport à sa révision. Moi, je préfère plutôt me focaliser sur ce que vous avez dit des sanctions, sur la mise en œuvre du PDL 145 territoires. Vous avez suivi des sanctions, souvent c'est plus les entreprises congolaises. Là, c'est même le chef de l'État est déçu. Il a pensé privilégier les entreprises congolaises pour avoir gagné ces marchés et d'exécuter ces marchés et pour leur donner aussi à booster leur activité. Mais malheureusement, ils brillent systématiquement par le non-respect d'engagement et certains sont appelés à la justice actuellement. Je crains que ça commence à nous pousser à voir ailleurs parce que si vous voyez les entreprises qui exécutent cela, les Congolais travaillent de moins en moins
Par contre, d'autres partenaires internationaux ont même en termes de préfinancement sont à 90%, même à 100% des ouvrages livrés. C'est ce que nous sommes en train de voir pour les cas de centres de santé ou ailleurs. Voilà ce que je peux dire à ce moment. Mais rapidement, parce que vous avez fait un réquisitoire, mais il ne faut pas oublier, regarder les contextes dans lesquels nous vivons. Qu'est-ce qu'on a pu véritablement investir dans ce pays dans les 30, 40 à 50 dernières années? Il faut bien qu'on se regarde et qu'on situe la responsabilité de chaque génération ou de tout au moins de tout le monde. Aujourd'hui, l'idée, nous assumons le passif qui a été trouvé et c'est pour ça que nous apportons de réponses. Je ne pense pas qu'il y a existé un programme d'investissement comme le 145 territoires depuis l'indépendance, premièrement. Deuxièmement, si on a fait une conférence de gouverneurs avec les présidents des assemblées provinciales, c'est parce que si on veut développer ces provinces, il faut qu'il y ait de la stabilité. Mais maintenant, il faut aussi regarder la productivité de ces provinces. On ne va pas faire ces débats ce soir, mais il sait qu'il faut savoir ce que le gouvernement, sous la houlette de la première ministre Judith Suminwa, va prioriser les investissements, y compris en province, parce qu'il faut trouver des solutions à la base. Ce ne sera pas seulement les 145 territoires, mais ce sera aussi d'autres volets de programmes du gouvernement. Alors, on va prendre la dernière série. J'espère que vous n'allez pas revenir sur des questions qui ont déjà été posées, qui ont eu des réponses. Donc, il faut aller sur des questions à la thématique. Monsieur Mbal, allez-y. Madame Nathalie, on termine par Monsieur Fabrice sur des questions qui n'ont pas été encore posées, s'il vous plaît. Merci pour la parole. J'ai une toute petite question à poser à Madame F. Bazaïba. Aujourd'hui, c'est le 5 décembre, la journée nationale de l'arbre. Je suis fier parce que vous avez parlé du projet d'1 milliard d'arbres déjà conclu. Mais ma question, c'est plutôt sur les crédits carbone. Comment vous arrivez à vendre les crédits carbone, donc le marché carbone à RDC? Et au jour d'aujourd'hui, c'est combien que la République démocratique du Congo a gagné, par exemple l'année 2024, qui touche déjà à sa fin, et qui est censé percevoir ces taxes? Voilà, merci Madame. Merveille Mafouta, allez-y. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Ministre, si vous nous permettez, parce que selon nous, nos confrères et notre consoeur ont déjà assez épuisé les questions concernant la thématique de cette soirée. Mais alors, c'est que vous n'avez plus de questions. Parce qu'on ne va pas, s'il vous plaît Madame, nous voulons être précis parce que nous voulons éclairer l'opinion de Congolais. Alors si chaque fois on veut sortir du cadre du débat qui est fixé, on ne saura peut-être pas toujours être bien focus. De toute évidence, les ministres du gouvernement sont toujours disponibles pour venir dans cet exercice et répondre à des questions spécifiques. Parce que parfois, si nous mélangeons des sujets, on ne sait pas toujours être efficace. Permettez-nous sur l'épidémie. Allez-y, s'il vous plaît. Monsieur le docteur Samuel Rugenkamba, ministre de la Santé publique, cette épidémie qui sévit au niveau de la zone de santé de Pandi dans la province du Kwango va sans nul doute créer une sorte de frayeur au sein de la population de ce coin. Nous nous approchons des festivités en tant que membre du gouvernement. Vous êtes la voix du gouvernement dans ce coin. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, étant donné qu'ils doivent attendre un diagnostic? Madame Rachel Kitita l'a dit, peut-être qu'il y a encore des cas qui sont contaminés. Qu'est-ce qu'ils doivent attendre de vous en termes de paroles ou en termes de messages pour pouvoir mieux passer ces festivités dans une certaine quiétude? À vous, sous la houlette de notre ministre de la Communication, à vous, Madame la ministre d'État en charge de l'Environnement. Dernièrement, la RDC a pris part à la conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique, par le biais de la Première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa. Et du haut de la tribune, la chef du gouvernement a porté très haut la voix de la RDC en ce qui concerne la compensation du fait que ce pays soit le deuxième poumon de l'humanité. Aujourd'hui, vous avez parlé de la RDC en tant que pays solution. Quels sont les indicateurs, selon vous, Madame la ministre, qui nous prouveront que cette question est réellement prise en charge au niveau international? Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre de la Communication. Voilà. Allez-y pour la question à Lingala pour terminer. Matondi mingi ntoma Patrick Muyaya solo moi mituna ezali moko mpona yo moko na ntoma koyegela kamambia bokolongo banzoto pe ntoma koyegela kamambi matali nzonga ba ekolo na ntoma koyegela kamambia bokolongo banzoto ba Congo démocratique ba kotuna pona koyeba penda obolai litomba ya carte jaune
oyo bopesaka bato mpona kokende kosala mobembo libanda ya mboka. Nzokande kalata lina lisuka kobe na libanda ya mpepo ya njili. Bokoki kolongola yango te mpona kokitisa mwa lomeya oyo balobi mbula matera ya kobenda na bayi Congo démocratique. Motuna mosusu ezali olobi awa na mambi matali balopitalo Nzokande na etuka ya Mai Ndombe. Ozali na lisanga moko bakozwa kobe examen ya bato ba bokono mosika na masini tope drone. Nzokande mbula matala ko sala pe ba l'hôpital ya Malonga pona ko salisa ba imboka pona ko tembela bayiba kufa mingi penzate. Na mwana mboka Patrick Mouya ya wazali bongo molobeli ya mbula matala ekolo Congo démocratique to ki bongo nkumu ya ekolo ko benda mwa matoi na banganga nzambe ete esengeli basala mosala bo elongo bani pona litomba ya baye ekolo Congo démocratique. Nzokande mikolo mileki tomona ke nkumu ya banganga nzambe ya yamba katolika ayingela kibongo kuna na ekolo ya Rwanda. Boni bozali na boyokani na bango tope boyokani ezali témoin mbilinga ezali omeka kosembola na baye Congo démocratique. Na ntoma koyangela kamambi ya nzinga ya ekolo Congo solo bayimboka bakotuna ningi penza environnement de nzinga. Ouais. Bayi Congo démocratique bakotuna surtout ba oyo bakosala misala pembeni na yo balobi mbala boni aussi opesa déjà lomeya tope prime ya carbone na mobu matoni. Monsieur le ministre de la Santé, allez-y. En tout cas, ndeko matondo mingi pona motuna na yo, yambo pona carte jaune. Esengeli te que ceux qui likambozo tambola malamu te tolongola yango. Esengeli nde tobongisa yango. Ezali te po ceux qui ebimi na lopepo ya njili bobwaki yango. Esengeli nde tobongisa yango po carte wana ezali penza ya mutuya. Carte wana ezo kokisa biso na makambo ebele pona bamboka oyo eza nzinga na biso. Carte wana eza na système otobengi règlement sanitaire international. Il faut tozala na yango pona kolakisa ke epa na biso tozolandela babokono nyonso oyo bato mosusu mpe bakoki kozwa. Donc ezali te ke tolongola yango pona kokisa talu, ezali nde tobongisa ndenge nini tokoki kosalela yango. Pona Mai Ndombe eza pona mboka mobimba. Esengeli totonga ba hôpital na uti koloba awa que mokonzi ya mboka na cadre ya PDL 145 territoire asengi biso ba l'hôpital ezala pembeni ya bato. Nde esika tozotia ba l'hôpital ya mike toko misango na bosali ya ba hôpital o ya minene. Donc ezali te ka que po Mai Ndombe te eza pona bisika nyonso toti koloba awa pona Kwango mais ezali ndenge moko pona Kalemi eza ndenge moko pona bisika nyonso. Voilà. Madame Lami, bonezaki ministre Makambo etali bokolongo nzoto. Ministre Makambo etali nzinga. Alors, vous souhaitez que je commence par le lingala? Allez-y, s'il vous plaît. Non, bon, je vais suivre seulement la chronologie des questions. Je voudrais d'abord dire que la taxe carbone est différente du marché crédit carbone. Pour le moment, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas encore institué la taxe carbone. Mais j'avais présenté un projet de loi qui a été du reste promulgué déjà par une ordonnance présidentielle qui a modifié la loi portant principes fondamentaux de protection de l'environnement qui était votée en son temps en 2011 où on n'avait pas intégré la donne du climat, marché carbone, taxe carbone, éco-taxe, éco-redevance, autorité de régulation du marché des crédits carbone et tout ce qui concerne le climat et la contribution déterminée nationale. Nous l'avons modifié pour être au même diapason que le niveau international. Alors, le marché crédit carbone en République démocratique du Congo se présente en deux volets.
nous avons un seul projet de carbone forestier qui est un projet RED+, dans le Mai-Ndombe, où les privés ont investi depuis 2009, n'est-ce pas, avec environ 270 000 hectares dans les territoires de Inongo. Jusqu'à présent, il n'y a pas un autre projet similaire. Ça, c'est un projet pilote avec ERA Congo. Il n'y avait pas de loi, mais ils ont essayé. Ce sont 2 Congolais qui ont étudié aux États-Unis, qui ont commencé à étudier ici. Ils sont allés aux États-Unis. C'est notamment les professeurs Lumbwenamo et le professeur Jean-Robert Bouangoï. L'un à Maryland University et l'autre à South Dakota University. Ils ont distingué là-bas, ils sont revenus au Congo avec ces projets-là depuis 2009. Ils ont commencé ces projets pilotes en 2009. Et lorsque nous sommes arrivés en 2021, nous avons trouvé RED+, qui était déjà en fonctionnel avec la CNRD. On n'a fait que booster. C'est le projet de carbone forestier. À côté de ça, nous avons aussi des projets de carbone d'évitement, où on parle de carbone d'énergie. Là où on peut polluer, mais on évite en utilisant l'énergie renouvelable avec les projets Makala, et avec etc. Ça s'est fait un peu ici à Kinshasa, dans les CH, mais plus à Goma. Alors, nous avons déjà vendu le carbone, c'est 3 fois. Il y a eu la première vente que j'ai trouvée, où j'ai boosté, c'était 1 600 000 $, mais l'investisseur avait investi plus. Il n'y avait pas aussi un cadre de partage des bénéfices et la République démocratique du Congo n'avait encaissé qu'environ 100 000 $. Après avoir que l'investisseur ait retiré son investissement. Parce que je vais demander qu'on ait un briefing sur ce que c'est que le carbone, le marché carbone au Congo. Alors, deuxièmement, la deuxième vente, nous étions dans les 3 600 000 $. L'investisseur a retiré son investissement parce qu'à ce stade, la République démocratique du Congo n'a pas investi un seul rond dans le marché. C'est le privé qui vient investir. Investir, c'est-à-dire quand vous mettez les forêts en programme, il faut absolument que vous puissiez aller faire l'identifier. Il ne suffit pas de dire nos forêts sont là, nos forêts absorbent les pollutions, il faut les payer. Donc il faut prouver. Vous ne voyez pas le carbone, le CO2, vous ne le voyez pas, mais il faut prouver scientifiquement. Il y a des méthodes prévues par la Convention cadre des Nations Unies où on descend sur le terrain, on fait ce qu'on appelle les inventaires. On calcule les diamètres des arbres, les essences, l'âge, c'est parce que les arbres sont comme nous les humains. Il y a des gens qui consomment plus de foufou ou qui consomment moins, ça dépend aussi des gens, des personnes qui consomment alors. Et il y a l'essence d'arbre, malgré qu'il est petit, consomme beaucoup de pollution de CO2 et dégage beaucoup d'oxygène pour nettoyer l'atmosphère et purifier l'air. Donc ce sont ces méthodes. Il y a aussi des méthodes plus technologiques où nous le faisons par télédétection. Nous travaillons avec la NASA, nous louons des satellites par heure ou alors on envoie des drones qui calculent le niveau de séquestration à travers aussi les espèces, l'âge des arbres. On fait une extrapolation qui va être contre-vérifiée par le vendeur, donc les acheteurs de carbone qui ont aussi des services. Souvent il y a le marché californien et puis il y a les marchés verts qui reviennent. Donc ça peut vous faire 1 année, 2 ans. On n'est que dans cet espace-là. Lorsqu'on a ces chiffres, on les met dans un registre, on les certifie. La RDC n'a pas encore un registre, la RDC n'a pas encore le système de certification. C'est avec la mise en œuvre de l'autorité du marché des crédits carbone où nous avons déjà proposé les experts et nous attendons la décision de la très haute hiérarchie pour prendre une ordonnance à nommer donc les animateurs de l'autorité du marché crédit carbone. C'est là où nous allons avoir notre propre registre, nous allons avoir la possibilité de certifier à notre niveau. Mais nous avons déjà pris des contacts avec des experts en la matière pour le faire. En ce qui concerne qui est censé recevoir la taxe, bon la taxe nous ne l'avons pas encore instituée, comme je vous ai dit, il y a la différence. Alors comment ça se passe? Lorsqu'on investit dans les marchés crédit carbone, la deuxième vente que nous avions fait, c'était environ 90 millions. Dans les 90 millions, c'était un bout parce que nous avons trouvé les discussions dans les 2,5 $. Et quand je suis venu, en parlant de la RDC Pays Solutions, en boostant cela, et on a compris, parce que tout le monde n'était pas censé nous connaître, nous avions eu des acheteurs qui sont venus à acheter à 17 $ la tonne. Il y a même la Banque mondiale, je l'ai dit sur une chaîne internationale, la Banque mondiale qui était venue doubler la mise pour dire, vous avez vendu à 2,5 $ la tonne pour la première vente,
nous allons prendre les 11 millions de tonnes à 5 $ la tonne. Ça fait 3 ans que la Banque mondiale ne s'est pas encore exécutée. Donc, elle nous doit 55 millions et même l'investisseur attend ses fonds d'investissement. La RDC aussi attend sa partie. Le 15 septembre dernier, avec le ministre des Finances, nous avons signé un arrêté interministériel de ce qui revient à l'État, comment est-ce que ça se partage. Pour aller dans les marchés crédit carbone, l'investisseur a l'obligation de montrer de manière transparente les fonds qu'il a pour investir et 25% s'est orienté vers la communauté locale. Et les 75%, il commence son investissement pour les inventaires, pour les vérifications, contre-vérifications, jusqu'à ce qu'on quantifie, on les amène au marché. Lorsqu'on capte les fonds par les acheteurs volontaires qui viennent, comme maintenant nous n'avons que des acheteurs volontaires, le marché souverain est réservé à des États souverains, de leur côté n'ouvrent pas pour l'achat, eh bien l'investisseur récupère son fonds d'investissement et le reste des bénéfices est partagé en 50-50 avec l'État congolais. Ce qui revient à l'État congolais, il y a cet arrêté-là de partage, c'est l'arrêté que nous avions signé le 15 septembre dernier. Vous allez voir la quote-part de la communauté locale, de la province, de l'institution qui accompagne la mise en forêt. Nos experts, nous avons aussi des experts de la DIAF, des cadastres forestiers, comme je l'avais dit, et pour l'investissement, pour qu'ils aient ne fût-ce que des drones, qu'ils aient ne fût-ce que des GPS, qu'ils aient ne fût-ce que l'équipement nécessaire pour entrer dans la forêt, même pour avoir les vaccins seulement contre la morsure des serpents. Et tout ça, on n'a que dans ces fonds-là. Et aussi, le reste maintenant, la quotité entre dans les trésors publics. C'est ce qui sert aussi pour le PDL. Ça doit faire l'objet d'un briefing spécial où nous allons ce n'est pas faire l'argent un peu de pédagogie pour que l'on comprenne ce n'est pas l'argent à distribuer aux agents et tout ça. Mais dans le principe de gouvernance, lorsque vous mobilisez l'entité qui mobilise, les directions des forêts qui mobilisent, ont ce qu'on appelle la rétrocession. Bien sûr. Alors, il y a eu un incident ici, vous avez vu la direction d'assainissement, la DAS, et la direction, je crois, de reboisement, qui est sortie dans la rue pour dire nous n'avons pas eu l'argent, il y a eu 17 millions de dollars américains de crédit carbone qu'on avait volé, ce n'était pas 17 millions, nous avons vendu à plus de 90 millions, donc ils n'ont déjà pas la bonne information. Et la DAS n'a pas compétence de réclamer parce que ce n'est pas la DAS qui a mobilisé ça. La DAS devait se taire, comme j'avais dit, garder profil bas parce que le rôle de la DAS, c'est une mine qui est ici. Vous voyez l'état de la ville-province de Kinshasa et aussi d'autres villes du pays parce que c'est la dimension nationale. Normalement, la DAS devait s'occuper de son travail, n'est-ce pas, d'assainissement, et avec la brigade d'assainissement, quelqu'un enfreint à la loi pour salir l'environnement,